Les technologies de Big Data Marketing ont beaucoup évolué ces dernières années et permettent aujourd'hui de capter une quantité importante de données pendant tout le parcours client, de la première manifestation d'intérêt jusqu'à la transaction offline ou online. L'enjeu est donc de comprendre cette donnée et de la structurer. Pour en parler, Edwin JLN, Data Programmatic Manager chez Mille Merci, et Delphine Rigolier, directrice générale adjointe. Mille merci. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. J'espère que vous êtes encore en forme parce qu'on est en fin de journée, que c'est toujours difficile en fin de journée. On va essayer de vous parler de la data et comment on collecte cette data en général dans le digital, mais aussi dans les points de vente physiques. Donc, comment on arrive à connaître le client et le parcours du client et comment tirer parti de cette donnée. C'est ce qu'on va essayer de dérouler si ça vous va. Pour ça, on va essayer de parler des 7 tendances clés de la data et on va commencer par ce qu'on appelle la data de journée. Donc, c'est où est-ce qu'on va aller récupérer de la donnée client donc dans son parcours de navigation, que ce soit sur le web ou en physique. Ensuite, on parlera de la data battle, la fameuse bataille de la donnée, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Ensuite, on vous parlera de tout ce qui est données nominatives, que vous connaissez déjà bien, et tout ce qui est données non nominatives. Pour ensuite parler de... Alors, vous allez voir, on emploie beaucoup de mots pas toujours rigolos et un peu anglophones, mais on va essayer d'être le plus ludique possible. La Data Management Platform, la DMP, on va vous expliquer ce que c'est. Pour aller vers tout ce qui est programmatique, donc la publicité en programmatique, qu'est-ce que c'est, comment on l'active. Ensuite, on fera une petite parenthèse sur les bots, parce qu'on pense que c'est intéressant, notamment dans votre secteur, et on vous montrera un peu où on en est aujourd'hui. Et pour finir, sur tous les partenariats de data qu'on est capable de mettre en place pour des clients tels que vous. Alors, cette donnée, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Où est-ce que vous allez pouvoir récupérer de la data dans la navigation d'un consommateur, on va dire? On va partir du contenu web et on va dire que l'internaute va se promener ou se balader sur tout un parcours qui va du site internet, d'une requête search, où il va taper dans Google appartement F3 à louer. Il va aussi aller sur son mobile pour faire des recherches. Il va venir en agence immobilière. Il va s'inscrire à une newsletter parce qu'il veut être abonné à une recherche ou une alerte. Il va y avoir aussi le bouche à oreille parce que c'est quelque chose qui compte aussi sur le digital et on le verra. Tout ce qui est engagement sur les réseaux sociaux, à partir du moment où quelqu'un tweet, publie quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est une data qu'on peut traquer aujourd'hui. Et tous ces moments de vie, en fait, qui vont parcourir son existence d'une journée type, mais aussi sur un moment, sur un espace-temps, puisque dans l'immobilier, on ne se décide pas à acheter une maison ou à louer un appartement en un clic. Ce n'est pas une paire de chaussures. Ça prend un peu de temps. Donc, comment on va collecter cette donnée et qu'est-ce qu'on va en faire derrière ? Alors, cette data, elle est partout, et en particulier, pour commencer, dans la maison. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Amazon et de ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en France, qui est de dire comment on va faciliter finalement la vie du consommateur quand il est chez lui. On va commencer par lui mettre à disposition Amazon Alexa, qui est finalement un robot à qui on va parler et on va pouvoir lui demander de mettre des courses dans son panier. C'est comme ça que ça a commencé aux États-Unis. Donc c'est assez pratique, hein. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous n'avez plus de cornflakes pour votre enfant le matin et vous parlez à Alexa gentiment, lui disant « Alexa, est-ce que tu peux me mettre un paquet de cornflakes dans mon panier ?» Et puis ensuite, vous n'avez plus de lait. Et de la même façon, vous dites « Je veux 6 packs de lait de 1 litre dans mon panier ». Et tout ça est relié à votre compte Amazon. Et ça peut être livré instantanément chez vous ou le lendemain matin, avant 5 h du matin, sur votre porte. Par contre, vous n'entendez pas là-bas peut-être ? Ah pardon, excusez-nous.
Donc Alexa, c'est quand même la première relation robot-humain qui est servicielle, puisqu'elle rend service au consommateur ou à la consommatrice. Et puis ensuite, Amazon a sorti un petit bouton assez magique qui a Edwin dans la main. Vous pourrez venir voir à la fin de notre speech, qui est un dash button. C'est quoi un dash button? On s'est rendu compte que dans les courses de tous les jours, il y avait environ 100 produits pour lesquels il y avait vraiment beaucoup de consommation. Alors quand vous avez un enfant, c'est les couches ou le lait. Quand vous n'avez pas d'enfant, c'est le café ou les Kleenex, etc. etc. Alors celui-là, c'est les Kleenex. Et donc Amazon met à la disposition du consommateur, et c'est vrai aussi en France aujourd'hui, ce dash button que vous allez positionner où est-ce que vous le souhaitez. Pour les couches, plutôt sur la table allongée, et pour le café, plutôt dans votre placard. Et puis plutôt que de parler à Alexa, comme c'est le cas aux États-Unis, vous allez simplement appuyer sur le dash button qui est relié à votre compte Amazon, et donc pour être livré de la totalité de vos courses. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe en France. Et en termes de progression, de croissance de chiffre d'affaires sur Amazon, les 3 premiers mois d'installation de ce produit dans les foyers, ça fait plus 75% de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment à vocation héroïste, si je peux dire. Ensuite, on va parler un peu de la data battle. Alors, qu'est-ce que c'est la data battle? C'est cette fameuse bataille de la donnée. La donnée, on l'a dit, elle est partout. On va commencer par la maison. On en a un peu parlé avec Amazon, mais on va parler de ce qui existe vraiment, des prototypes. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais des choses qui marchent bien. Le premier, c'est Red Tomato. Ça existe aux États-Unis, c'est pour commander vos pizzas. Donc, vous avez un bouton sur votre frigo qui est connecté. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton et instantanément, vous allez être livré de vos pizzas habituelles. Donc, c'est vraiment du serviciel. On a l'habitude de commander les mêmes pizzas habituellement, ou pas. D'ailleurs, on peut changer, un petit curseur, et vous commandez votre pizza en un clic. Darty, on accompagne Darty depuis maintenant 5 ans sur la collecte de sa data et le CRM. Et Darty, dans l'utilisation de la data, ce n'était pas simplement « je veux aller chercher un nouveau consommateur, je veux aller me vendre une machine à laver », c'est « j'ai déjà des clients ». J'ai déjà des clients, et ces clients-là, ils peuvent avoir des soucis avec leur électroménager, par exemple. Et donc pour ça, ils appellent le SAV, mais c'est un call. Ou alors ils envoient un email s'ils ne sont pas trop pressés, mais c'est souvent par call. Aujourd'hui, on leur a mis à disposition le bouton Darty, qui est un bouton connecté. Ça a été, j'allais dire, le sujet un peu amusement. C'est-à-dire que vous avez un bouton, vous appelez et Darty vous rappelle. On va plus loin aujourd'hui parce que maintenant, ce bouton est relié à l'application. Et quand vous avez un problème avec votre machine à laver, par exemple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Darty. Et là, immédiatement, vous êtes en relation visuelle avec quelqu'un du SAV de chez Darty. Ça a permis d'améliorer de 30% déjà le fait d'éviter de faire venir un réparateur à la maison. Donc on est encore une fois dans le service et dans le ROI, puisque c'est un gain pour le consommateur. Donc ça, c'est vraiment rapidement appréhendé par le consommateur qui va télécharger cette application. Ensuite, Evian, ils ont monté un petit projet qui est assez intéressant, où vous avez une goutte en forme de magnète que vous mettez sur votre frigo et qui est reliée à Evian et vous, et qui vous permet effectivement de vous faire livrer de l'eau en un clic. Alors vous allez dire, livrer que de l'eau, c'est quand même spécial. Oui, il y a des gros consommateurs d'eau, notamment, encore une fois, les gens qui viennent d'avoir un bébé, mais pas que. Donc voilà, c'est un peu comme les pizzas ou d'autres produits qui existent aux États-Unis. Ensuite, alors excusez-moi, je ne vois pas très bien. Il y a Nest. Alors Nest, c'est assez intéressant puisque c'est un bouton de température qui est connecté à votre intérieur et qui va effectivement être lié à votre compte, qui permet de savoir à quelle température vous êtes, quel taux d'humidité, etc. Alors ça paraît effectivement anodin, mais ça fait partie de la data. Et puis après, il y a tout ce qui est effectivement Alexa, Amazon, on l'a dit. Donc ça, c'est plutôt au cœur de la maison. Ensuite, il y a ce qui se passe dans les magasins. Alors, ce qui se passe dans les magasins aujourd'hui, on le voit, hein, ça évolue très vite. Je pense que vous l'avez vu ici. Ça commence par la vitrine connectée ou la cabine d'essayage connectée. C'est-à-dire que demain, vous rentrez dans un magasin et plutôt que d'essayer vos vêtements, en fait, vous choisissez vos vêtements en physique et vous vous mettez devant un miroir connecté et le miroir va se connecter à votre corps et essayer automatiquement vos vêtements sur vous-même.
Donc là, c'est la collecte de données physiques, puisque forcément, ça va prendre vos mesures, votre taille, vos goûts, votre couleur préférée, etc., et emmagasiner ça en data. La reconnaissance faciale, on voit que ça arrive aussi très vite, avec aussi la sortie de l'iPhone 10, vous avez suivi ça. Après, il y a quelques limites, on le sait, mais en tout cas, c'est quand même une reconnaissance faciale, donc c'est de la captation de données physiques qui est enregistrée. Ensuite, il y a tout ce qui est étiquette connectée. Typiquement, on accompagne un client qui s'appelle ERAM aujourd'hui dans toute son activité CRM. Et ERAM, ils ont des étiquettes électroniques. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir changer rapidement ces étiquettes électroniques en fonction non seulement de ce qui se passe dans le lieu du magasin, donc les promos, mais aussi quand vous mettez en place une action pour faire venir des gens en magasin. Typiquement, vous dites demain, la paire de chaussures bottines, elle sera à moins 20%. Vous pouvez automatiquement changer l'étiquette en magasin. Donc c'est bien une donnée qu'on va relier à une data en numérique. Donc on arrive à relier le point de vente physique finalement à du digital. Excuse-moi Edwin, je ne vois plus. Pardon, je vais prendre le micro, ça sera plus simple. Après, tout ce qui est Google Glass, vous en avez déjà entendu parler. Donc, c'est un produit qui n'a pas forcément très bien fonctionné chez Google, puisqu'on en voit de moins en moins. Mais en tout cas, c'était une façon de relier la data à ce que la personne vivait en live, finalement, à travers ses lunettes. Et puis, tout ce qui est drone, puisque, on le voit, le drone est en train de prendre de l'ampleur, notamment dans le serviciel, notamment pour tout ce qui est livraison. Donc, on est toujours autour du magasin. Après, il y a ce qu'on appelle l'extérieur, ce qui se passe dehors, donc la géolocalisation. Aujourd'hui, on est capable de géolocaliser une grande partie de la population française, ou via votre mobile, ou via vos activités, via votre mobile, effectivement, qui disent vous êtes autour d'un magasin physique et on va faire en sorte que vous rentriez dans ce magasin physique. Donc, parce que vous passez devant une borne ou parce que vous passez devant un objet connecté qui va permettre de reconnaître que vous êtes présent. Ça se passe ou par le Wi-Fi, ou par votre Bluetooth quand il est allumé, ou aussi par l'application quand vous avez une application. Typiquement, vous pouvez rentrer, par exemple, dans certains hôtels Accor, où quand vous avez l'application et qu'elle est ouverte et que le Bluetooth est allumé, excusez-moi, on vous reconnaît comme client et automatiquement, vous allez recevoir, par exemple, le code Wi-Fi de l'hôtel. Donc, ça vous évite de demander. Ça encore, c'est un échange de données et on est dans le serviciel, donc on n'est pas trop intrusif et ça reste agréable pour le consommateur. Après, le dernier endroit où on peut récupérer de la donnée, c'est la voiture. Donc ça arrive très vite, les voitures connectées. C'est-à-dire que tout ce qui est données de voiture est enregistré et collecté en votre nom. Donc on sait ce que vous consommez, on sait combien de temps vous roulez, on sait combien de temps vous vous arrêtez. On a toutes ces informations et ces informations remontent en base, encore une fois, dans l'optique de pouvoir vous accompagner dans votre conduite ou dans le réachat de votre voiture, etc. Donc voilà, on voit que la data, elle est vraiment aujourd'hui de partout, qu'on arrive à la collecter un peu dans tous les endroits de notre quotidien. L'objectif est de savoir ce qu'on en fait de cette fameuse data. Alors, un schéma un peu complexe à comprendre, mais finalement assez simple. Vous avez aujourd'hui 3 acteurs dans le monde entier. Vous avez les marques, vous avez les retailers et vous avez ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Et au milieu, il y a le consommateur. Donc vous avez des marques qui vont être très pauvres en data, et puis d'autres qui vont être très importantes en data, qui vont plus ou moins se rapprocher du retailer ou plus ou moins du consommateur. Quoi qu'il arrive, cette fameuse data, il faut qu'elle vous appartienne. Typiquement, un Kraft, si demain il se met à collecter de la data sur les consommateurs de petits lus, par exemple, quel intérêt il a? Comment il va parler à son consommateur petit lu qui va continuer à mettre son gâteau dans son panier? Eh ben, c'est que demain, pour éviter d'aller racheter en acquisition des consommateurs de petits lus, donc de racheter sa data finalement, puisqu'il l'a déjà quand il commence à la collecter, c'est de l'aider à collecter cette data et de pouvoir aller faire face à des retailers ou des gens comme Google, Amazon, Facebook, qui vont eux collecter cette data, puisque quand vous mettez votre petit lu dans votre panier chez Amazon, eux, ils savent que vous avez acheté du petit lu. Donc, cet écosystème,
c'est vraiment les gens qui sont pauvres en data versus ceux qui sont riches en data vont faire la différence versus les retailers. Là, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années avec la donnée et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, quand vous aviez un client, vous aviez ses coordonnées. Alors, si on revient 20 ans en arrière, vous aviez ses coordonnées postales et à peu près son numéro téléphone normal. Ensuite, vous avez eu son email. Ensuite, vous avez eu son SMS. Ensuite, vous étiez capable de lui parler via les réseaux sociaux. Et maintenant, on est même capable de lui parler en display. Ça, le display, c'est ce qu'on appelle la donnée non nominative. Tout ce dont je vous ai parlé avant, c'est ce qu'on appelle la donnée nominative. Le SMS, c'est un numéro physique. L'adresse email, c'est une adresse email. Le display, comment vous allez fêter l'anniversaire d'Edwin après-demain sur son iPad si vous n'avez pas de données? Vous ne pouvez pas. C'est votre client, mais vous ne pouvez pas lui parler. Si vous avez sa donnée non nominative, ce qu'on appelle le cookie, vous allez pouvoir lui envoyer un joyeux anniversaire en fanfare à 7 h du matin sur le site de l'équipe avant qu'il aille courir. Parce que vous savez qu'il va sur le site de l'équipe à 7 h du matin et que vous avez son cookie. Donc cette donnée non nominative, aujourd'hui, ça s'appelle le cookie. Et le cookie, pour pouvoir le traiter, donc le relier à la data nominative, donc l'adresse email, le SMS, l'adresse physique, etc., il va falloir les réconcilier et puis il va falloir les stocker et donc il va falloir les collecter. Et là, c'est à toi, je crois, de parler. J'ai perdu mon bip. J'ai perdu mon... Ah, il est là. Excuse-moi. Alors, donc, juste un point avant d'expliquer ce que c'est qu'une DMP, juste pour désacraliser un petit peu ce qui est, enfin, le cookie. C'est rien d'autre qu'une petite plaque d'immatriculation qu'on pose sur un ordinateur. Pour être un peu plus précis, c'est un couple navigateur-device. Donc déjà, ça introduit une petite complexité en termes de tracking. Et par exemple, sur mon téléphone, ça va être un cookie. Encore que ça va dépendre de quel est le constructeur, le fabricant. On a quelques individus qui sont un peu moins ouverts à la collecte de cookies que d'autres. Sur mon ordinateur professionnel, ça va être un autre cookie. Chez moi, ça va être un autre cookie. Et donc, du coup, c'est une donnée qui est un petit peu non structurée. Et l'enjeu autour, justement, d'une DMP, pour vulgariser, une DMP, c'est une méga base de données qui est capable d'accepter tout en entrant. Donc, c'est sur une technologie d'un tracking, d'un petit tag qu'on va mettre sur différents points de collecte qu'on va détailler ici. Et la technologie, en fait, la base de données, elle accepte tout en entrant. Elle prend. C'est une donnée qui est non structurée. Et on parle souvent de big data parce que ça génère des volumes énormes. Alors si justement on s'intéresse à c'est quoi le type de données qu'on peut collecter pour se donner une idée de en quoi on est vraiment dans le big data, parce qu'on donne que des buzzwords dans cette présentation. On aime bien prendre un modèle qui est, ça fait un petit moment qu'on évangélise sur ce sujet-là, mais qui est en anglais le paid, le owned et le earned. Donc c'est différents types d'activation et différents types de données qui sont collectées. Et l'objectif de la DMP, c'est de récupérer toutes ces données et de la stocker. Et après, stocker les choses, c'est bien. En faire quelque chose, c'est mieux. C'est là où tout l'enjeu est important. Il faut déjà, pour pouvoir faire des choses intelligentes, s'assurer de bien collecter les données. Donc les premiers types de données qu'on peut voir, on a les données médias. Donc par exemple, je fais une campagne de bannières. Et donc à chaque fois que j'imprime une bannière, à chaque fois que je fais une impression, je peux poser mon cookie sur le device de l'internaute. Et là, ça va me donner une première information. Ce cookie a été exposé à ma bannière. C'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien connaître sur un cookie. Et au fur et à mesure des différents points de collecte, on arrive à avoir plus ou moins d'informations et une granularité qui est de plus en plus fine. Et donc, du coup, on arrive à faire des activations qui sont de plus en plus précises et ciblées. Dans les données médias, on a aussi évidemment tout ce qui est autour du référencement, hein, les liens payants. On peut traquer les gens qui cliquent sur les liens payants. Et c'est important quand on fait une DMP de s'assurer qu'on essaie d'avoir le spectre le plus large possible de points de collecte de données. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à enrichir notre connaissance sur nos internautes. Le modèle qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle le owned. C'est les données qui appartiennent à l'annonceur. Et donc ça, c'est très simple, c'est le site. On a Le Bon Coin qui est là. Le Bon Coin, à chaque fois que je vais visiter Le Bon Coin, je peux traquer les personnes qui visitent mon site. C'est une donnée propriétaire.
tous les emails que Le Bon Coin va envoyer, c'est une donnée propriétaire. Si jamais il y a des opérations événementielles qui sont menées par Le Bon Coin, c'est de la donnée propriétaire. Et donc, du coup, c'est tout ce que l'annonceur maîtrise dans son propre écosystème. Et donc ça, c'est la donnée qui est presque la plus importante. Parce que Le Bon Coin est la meilleure source pour connaître son consommateur. Toutes les autres sources, quand on fait du média, hein, c'est quelle stratégie je vais avoir déployée et en quoi ma stratégie elle est vraiment efficace pour conquérir un consommateur ou le fidéliser. Et quand on est sur Le Bon Coin, c'est vraiment là qu'on connaît nos consommateurs et qu'on peut être du coup plus fin pour l'activation derrière. Et le dernier volet, c'est le volet nous qu'on appelle le viral, le earn. Et donc c'est toute l'interaction qu'on a mentionné tout à l'heure sur les réseaux sociaux, avec la petite complexité encore, parce que là on vulgarise beaucoup, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler des walled gardens. Donc c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Amazon, c'est Google, qui sont des écosystèmes un petit peu fermés, c'est assez imagé, les walled gardens, qui ont une extrême connaissance de leurs utilisateurs, et qui maîtrisent un petit peu les règles du jeu et l'environnement dans lequel on évolue. Voilà, par exemple, si on veut traquer une impression sur Facebook, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Après, il y a ça à avoir en tête. Et effectivement, on a un certain nombre de contraintes quand on veut construire une DMP qu'il faut bien appréhender pour pouvoir faire une DMP efficace. Quoi qu'il arrive, ce qu'il y a à retenir, c'est que cette DMP, elle a un rôle de... C'est un peu une sorte d'extension de la donnée nominative. Et dans la donnée nominative, c'est pour ça qu'on a mis ici un superbe cylindre qui représente une base de données CRM ou ICRM. Et l'objectif de cette DMP, c'est de réussir à maximiser justement la connaissance de ces consommateurs pour pouvoir aller chercher les données CRM, par exemple, quand il y en a besoin et qu'on a réussi à réconcilier un cookie avec un individu. Et ça, c'est un enjeu de taille, vraiment sur le marché du digital, pour pouvoir être plus granulaire. Les données nominatives sont moins volumineuses, mais sont beaucoup plus précises et donc, du coup, essentielles à collecter. Voilà globalement ce que c'est qu'une DMP. Et donc, quand on fait une DMP, une des activations, ici, ce qui génère un très gros volume, c'est la partie média, en règle générale. Et c'est cette partie média, du coup, qui est essentielle de bien comprendre. Alors, on a essayé d'expliquer ce slide, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on le trimballe dans les conférences pour expliquer aux personnes qu'est-ce que le programmatique, qu'est-ce que les enchères en temps réel. Donc c'est quelque chose de très simple. Donc si on reprend l'exemple après-demain, c'est mon anniversaire, je vais sur l'équipe.fr. Donc là, on a un internaute qui n'est pas forcément connu, qui va aller visiter un site, l'équipe.fr en l'occurrence, qui met tout son inventaire ou une partie de son inventaire à disposition sur une place de marché où l'achat de l'espace publicitaire est automatisé. Et donc, je vais réexpliquer ensuite vraiment les différents acteurs qui interviennent dans ce marché-là. Et donc, du coup, quand j'arrive sur Le Bon Coin, on a, sur l'équipe.fr, on a l'équipe.fr qui dit « Coucou, j'ai une impression disponible, qui est intéressé ?» Je vulgarise un tout petit peu, c'est un poil plus complexe que ça. Et donc là, par exemple, nous, mille merci, quand on est en train de faire notre campagne, on se dit « Qu'est-ce qu'on connaît sur ce cookie ?» Et donc, si on repense à la DMP sur la slide précédente, avoir un maximum de connaissances sur ces consommateurs, ça nous aide à pouvoir ajuster ensuite la valeur qu'on va attribuer à ce cookie-là. Parce que pour l'instant, on est sur une donnée non nominative, on ne sait pas qui c'est. Ça se trouve, Delphine, on sait qu'elle va me faire un super cadeau dans 2 jours. Et donc, du coup, on va pouvoir faire une enchère très élevée pour pouvoir remporter l'impression. Et donc là, on continue ce cycle-là. Là, je passe du 3 au 4. Et donc, du coup, imaginons, on s'est dit, super, on va acheter cette impression, l'internaute, il a une super valeur pour nous, on met une enchère très élevée, on a une enchère qui est très élevée. Et là, on a l'enchère la plus élevée. Là, le dernier bloc est en train de beaucoup changer en ce moment. On remporte l'enchère. On avait jusqu'à présent un mécanisme qui est en train de beaucoup évoluer, qui est un mécanisme du prix à la seconde enchère. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de l'intérêt dans l'écosystème d'avoir un système à la seconde enchère, mais il y a quelques économistes qui ont fait beaucoup d'articles sur ce sujet-là. Ça permet globalement d'équilibrer la réelle valeur qu'on estime sur cette enchère-là. Et donc, du coup, on a le prix le plus élevé, on remporte l'enchère. On a remporté l'enchère, on imprime notre bannière. On diffuse notre bannière sur le site de l'équipe.fr. Tout le process que je viens de décrire en profondeur, il se fait en moins de 100 millisecondes. Quand vous clignez de l'œil, ça prend 300 millisecondes. Donc, vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte. Et pour vous donner un petit peu quelques chiffres, il y a 5 ans, quand on expliquait ça, le programmatique, ça représentait 8% des investissements display
dans l'écosystème digital. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont super intéressants, qui sont publiés par l'Observatoire de l'e-pub régulièrement au cours de l'année. Et c'est la première année, en janvier, où les budgets des annonceurs en digital sont passés devant les budgets de télévision. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est conséquent. Hein. La télévision, ça fait quand même des années que c'est dans le modèle marketing et ça a fait ses preuves. C'est vraiment la vache à lait du mix marketing. Et là, on a le digital qui pointe son nez et qui permet justement de pouvoir optimiser les enchères, optimiser la diffusion, optimiser l'investissement publicitaire qu'on fait sur chacune des impressions. Ouais, je te coupe 2 minutes, Edwin. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si, devant la toile, vous aviez tous les gens qui veulent acheter une maison de 600 000 € à votre disposition. Et vous êtes tous en face et vous devez bider, vous devez mettre une enchère. Vous, monsieur, vous mettez combien pour avoir cette personne-là? Vous, madame, vous mettez combien? C'est ça notre job. C'est d'aller acheter pour vous, à la meilleure enchère, le consommateur qui va vous correspondre. Excuse-moi. Très bonne illustration. Voilà. Et donc ce 10%, il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près, on est passé à plus de 50% des investissements digitaux. C'est le poste dans le digital qui est la plus grosse croissance. Le display a la plus grosse croissance devant le search. Le search est la vache à lait du digital. Le display est la plus grosse croissance. Et dans le display, c'est le programmatique. Et le programmatique pèse plus de la moitié maintenant. Donc c'est vraiment, on est plus sur une révolution, on est sur un nouvel écosystème. Donc si on reprend on prend un pas en arrière pour essayer de recomprendre un peu ce mécanisme, hein, c'est vraiment très simple. On a une place de marché, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. On compare ça souvent à la bourse. Même si les quelques personnes qui viennent de la finance chez nous trouvent que c'est un trait qui est très rapidement tiré. Au lieu d'avoir un stock exchange, on a un ad exchange. Donc on trade non pas des titres financiers, mais on trade des espaces publicitaires. Pour traiter ces espaces publicitaires, on a un logiciel qu'on appelle une plateforme d'achat, un demand-side platform, qui nous permet de répondre à ce mécanisme en moins de 100 millisecondes. Et enfin, on a des media traders, c'est un nouveau métier, qui sont là pour pouvoir programmer les consoles d'achat et de s'assurer qu'on passe bien de l'objectif marketing de ces acheteurs qu'on cherche à avoir sur des maisons à 600 000 € à je transmets ça bien en stratégie marketing derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que ça introduit des nouveaux canaux publicitaires programmatiques. Avec ces 53% que j'expliquais tout à l'heure, la bannière, le display, c'est le plus classique. La vidéo, c'est ce qui est le plus en plus forte croissance en ce moment. Donc ça grandit énormément. Facebook, les revenus publicitaires, c'est la vidéo. Je ne parle pas de YouTube qui est incontournable quand on va faire de la vidéo. Le mobile également. Le mobile, maintenant, on peut acheter des espaces programmatiques en temps réel. Hein. Quand on veut faire de la géolocalisation avec un mobile, on peut diffuser des bannières en temps réel. Les réseaux sociaux, on n'en parle plus. L'email, évidemment. Et plus récemment, la radio. La radio arrive aussi en programmatique. Donc c'est intéressant. Hein. On voit des canaux un peu qui sont plus traditionnels, qui commencent à arriver dans la danse du programmatique. La télé connectée, évidemment, qui est en forte croissance, et ce qu'on appelle le digital out of home, où tout simplement vous êtes à un kiosque à journaux, et donc là on sait qu'on peut afficher une bannière digitale, donc c'est un peu semi-digitalisé. Digitalisation du offline, on va dire. On a mis quelques exemples de personnalisation. Le rendu n'est pas exceptionnel. On a deux exemples. Un exemple de géolocalisation, hein, c'est tout simple. Hein, on a une bannière. Voilà, ici c'est l'exemple de Pichet Immobilier qui sont vraiment très, très présents sur la zone du sud-ouest. Et donc là, on personnalise à là où l'individu se situe. Donc comment ça marche, hein, c'est tout simple. On a l'adresse IP qui arrive dans la requête de l'enchère. Et cette adresse IP, on la transforme en données géolocalisées et en personnalisation de la bannière. Ensuite, l'exemple qui est après, c'est un exemple aussi sur la géolocalisation, mais c'est pour montrer à quel point on peut aller loin sur la personnalisation. La bannière, c'est pas super sexy, c'est un tout petit espace, mais on peut faire des choses incroyables dans une bannière. Et en fait, c'est comme un site internet. On a exactement les mêmes contraintes, sauf qu'on est dans un espace qui est un petit peu plus réduit. Et donc là, ici, ce qu'on a fait avec Carrefour Drive, c'est un super cas, un peu complexe en mise en place, mais on s'est quand même bien amusé. On essaie de géolocaliser les individus, déjà en personnalisant la bannière. Donc j'habite à Nîmes, on va afficher qu'on est à Nîmes. Et ensuite, on a les équipes, on a travaillé main dans la main avec les équipes de Carrefour et l'équipe juridique pour faire des relevés de prix, d'une part.
et ensuite lier la diffusion de la bannière avec les données en base CRM. Donc c'est l'exemple qu'on avait, l'illustration qu'on décrivait dans la partie DMP un peu précédemment. Et donc Carrefour Drive, c'est quand on achète justement ici du chocolat pour faire des superbes gâteaux. Et donc du coup, il connaît l'habitude de consommation des gens dans leur base de données. Et donc on peut se dire, ce consommateur-là, je sais qu'il a l'habitude d'acheter ce produit-là. Et je sais que dans la zone de chalandise, j'ai le prix le plus agressif. Donc là, la bannière, globalement, les seuls éléments qui ne sont pas personnalisés, c'est le bouton et le logo. Chaque bannière est unique. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait que c'est fort et qu'on arrive à être plus impactant quand on diffuse un message. L'email également, on le disait, que dans les canaux programmatiques qui arrivent. Ici, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec le Club Total. Et en fait, on peut tout simplement personnaliser de manière dynamique en affichant avec les données qu'on connaît en base CRM quelles sont les stations-service les plus proches. On peut connaître la fréquence de visite des individus, quelle est la distance jusqu'au domicile, et donc mettre une carte Google Maps par exemple, donner le trajet jusqu'à cette carte. Et tout ça, ça nous permet de faire des emails qui sont unique, pareil, chaque individu. Et là, ici, ce qu'on avait pu faire avec un groupe témoin, des gens qui reçoivent un email personnalisé versus des gens qui ne reçoivent pas un email personnalisé, on voit qu'on arrive à une augmentation du taux de clic de plus de 30%. C'est pas facile de faire cliquer les gens. Donc gagner 30%, c'est bienvenu. Donc la personnalisation et l'usage qu'on fait de la data, de la donnée, nous permet d'arriver à faire des choses plus personnalisées et donc plus efficaces. Merci Hélène. Maintenant, on va un peu parler d'un sujet d'actualité, c'est les bots. C'est quoi les bots? C'est les robots, mais juste s'attarder 2 minutes sur cette slide qui est assez intéressante. On sait que les messageries mobiles, aujourd'hui, elles captent une part significative de l'audience et surtout, il y a des nouveaux usages qui sont en train de se créer. Aujourd'hui, vous le voyez sur ce schéma, plus de 65% des Français aiment échanger via Facebook ou via Messenger ou SMS. Et ensuite, de près, c'est suivi par Snapchat, WhatsApp, etc. Ça veut dire quoi? Que les usages sont en train de changer. J'ai plus envie de lire mes emails. Par contre, je vais lire mon WhatsApp. Et quand je suis un peu plus jeune, je vais plutôt échanger sur Snapchat ou Facebook. On le voit, ces usages continuent à progresser. On est quand même sur 1 milliard d'utilisateurs mensuels, que ce soit sur WhatsApp ou sur Messenger, et ça continue à croître. Aujourd'hui, 80% des possesseurs de smartphones utiliseront une messagerie mobile en 2018, soit 2 milliards d'individus. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer à côté du mobile. On est obligé de l'intégrer dans notre quotidien. C'est un peu le prolongement de notre main, mais c'est quand même la réalité et ça le sera de plus en plus. Donc comment on arrive à échanger finalement avec ce consommateur, hormis avec une conversation sur les réseaux? Eh ben, ça s'appelle des bots. Et les bots, c'est du service conversationnel. Alors, on est au début de ce qui se fait avec les bots, même s'il y a des sociétés qui ont déjà des bots qui fonctionnent très très bien, sont notamment les agences bancaires. Quels usages dans vos métiers? On a essayé de réfléchir à ça. On vous donne l'exemple de Loué Agile, qui est un service de bot qui commence à se développer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est un agrégateur qui va scraper en fait l'ensemble des données disponibles sur votre recherche. Donc, ma maison à 600 000 € avec 5 chambres, par exemple, et qui va vous permettre de vous donner la possibilité d'échanger via Messenger. Donc, d'ajouter à Messenger, dès que vous recevez le clic de confirmation de l'email, à votre conversation, et donc vous allez recevoir tout au long de la journée les alertes uniquement via cette alerte-là, donc qui va agréger tout ce qu'il peut trouver par ailleurs sur la toile. Les bots, quelles sont les limites du bot aujourd'hui? Donc, ce qui se fait beaucoup, c'est le chat. Donc, le chat, c'est quelque part quelqu'un d'autre derrière qui tape et qui répond à vos questions. Bonjour, je voudrais un rendez-vous avec mon conseiller bancaire. Très bien, madame, quand est-ce que vous êtes disponible? Demain à 13 h. Oui, c'est OK, je vérifie l'agenda. C'est quelqu'un qui est derrière. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va de plus en plus vers un robot. C'est-à-dire que normalement, le robot, le bot, il va être capable de dire si mon conseiller bancaire il est disponible ou pas. Donc, je vais remplacer mon chat par un bot complet. Et puis, entre les deux, il y a du bot et de l'hybride. C'est ce qui se fait le plus actuellement, puisqu'il faut tester la façon dont le consommateur va recevoir ça, comment il va l'appréhender et quelles vont être les interactions avec le bot. Le bot, il ne faut pas oublier qu'il est auto-apprenant, c'est-à-dire que plus on lui donne d'informations, et plus il en connaît sur vous.
Je crois qu'on manque un peu de temps pour que je développe sur ce sujet, mais en tout cas, il y a des exemples assez intéressants dans votre domaine. Ensuite, on avait envie de vous parler des partenariats qu'on est capable de mettre en place, toujours grâce à ce fameux cookie. Edwin, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on fait avec Caradisiac et Allianz, qu'on accompagne ces deux sociétés depuis quelques années. Tout à fait. Donc ici, la mécanique, elle est assez simple. L'idée, c'est de se dire, Caradisiac, ils ont un trafic extrêmement intéressant sur les gens qui veulent acheter un véhicule. Et quand on achète un véhicule, on va avoir besoin de l'assurer. Et donc ça, Allianz a un produit qui correspond parfaitement à cet objectif-là. Et donc l'idée, c'est tout simplement, donc c'est deux clients qu'on accompagne sur les data management platforms. L'idée, c'est de tout simplement se dire, les visiteurs du site Caradisiac, quand on essaie de les faire revenir sur le site d'Allianz, on va personnaliser le message qu'on diffuse. Et là, ici, la personnalisation, on s'est amusé on joue avec les contraintes, encore une fois, mais on s'est amusé à rappeler que la personne venait de voir une Peugeot 308 sur le site de Caradisiac, et on l'invite à simuler combien coûterait son assurance chez Allianz. Et donc là, la mécanique, elle est vraiment simple, c'est un partenariat de données. Les gens qui ont visité Caradisiac ont déclaré une intention d'achat, et là, on a un produit qui correspond parfaitement, et on utilise cette information-là pour personnaliser le message qu'on pousse et faire venir les gens sur le site ensuite d'Allianz pour qu'ils transforment et qu'ils souscrivent à une assurance auto. Dans les mêmes logiques de partenariat de données, et c'est ce qu'on voit de plus en plus grandir. Alors le challenge sur le partenariat, c'est de réussir à faire parler les bonnes personnes ensemble. Et voilà, le marché bouge beaucoup dans cette direction-là. C'est pas toujours évident, mais nous, notre rôle, c'est justement d'essayer de jouer cet intermédiaire-là et de faire le tiers de confiance pour pouvoir utiliser ces deux données-là. Ici, comment ça fonctionne? Donc, c'est Logikimo qu'on accompagne sur ces problématiques justement pour faire levier sur les données d'intentionnistes. Donc, ça, vous êtes les mieux placés pour voir l'intérêt de ce type de mécanique. Une personne qui vient sur le site de Logikimo et qui a visité ici une offre pour une annonce Orpi va recevoir un email récapitulant l'offre. Donc ça, c'est le principe vraiment de retargeting email, mais basé sur la donnée de Logikimo. Et donc ça, c'est toute la valeur de la personnalisation. On revoit ici les exemples sur cette slide où on personnalise avec le nom de l'agence immobilière, on remet la zone géographique et l'annonce. Donc on mêle vraiment la personnalisation et le déclencheur, c'est la visite sur le site Logikimo. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les offres Pushimo. Et si on regarde dans la même logique, ils ont une offre premium. Cette offre premium, elle est à destination des promoteurs nationaux. Donc pareil, c'est la même mécanique exactement, mais voilà, on est sur une mise en avant des promoteurs et non pas des agences. Merci Edwin. Merci en tout cas pour votre attention. Juste en 2 slides pour vous dire qui on est, parce qu'on a beaucoup parlé des tendances du marché dans la data. Merci, on est une société qui a été créée en 2000, donc on est en pleine fin d'adolescence, on va dire. On est encore dans le digital des ados. On accompagne depuis 17 ans nos clients dans la collecte de data. Comment on va pouvoir vous aider à collecter cette data, dans l'analyse de cette data et puis l'exploitation derrière. C'est bien joli de collecter de la data, mais qu'est-ce que j'en fais derrière ? Moi, ma data, finalement, elle est sur mes cartons. Je sais que Madame Durand, elle cherche sa maison à 600 000 € avec 5 chambres et ça me va très bien. Je pense qu'il y a un moment où c'est bien de capter d'autres éléments. On l'a vu, la data, elle est partout. Donc, on est capable de vous aider à faire ça et après, de pouvoir lui parler à Madame Durand plutôt que de la laisser à un concurrent. Donc ça, c'est nos métiers. Ça fait 17 ans qu'on fait ça. On n'est pas des gens de médias, même si on le fait très bien. On est des gens de data. Donc, à partir du moment où on a cette donnée, il faut l'activer. Et donc, une partie de l'activation, elle consiste à s'intéresser aux médias. Et encore, on vient de le voir pour la programmatique. Et on opère dans 53 pays aujourd'hui, avec 22 nationalités qui représentent l'ensemble du groupe. On est à peu près 450 personnes, très spécialisées CRM,
avec une vraie expertise data. Et on a 20% de nos budgets qui passent aujourd'hui dans la recherche et le développement, qui sont basés à Palo Alto, puisque aujourd'hui on est présent en Europe, à Paris, à Londres, à Amsterdam et à Barcelone. On a 2 bureaux au Moyen-Orient, en Israël et à Dubaï, et un bureau à New York, et Palo Alto étant le centre de notre recherche, puisque, comme vous le comprenez, c'est un métier qui évolue tous les jours, où il faut rester à la pointe de l'innovation et de la techno. Voilà, merci à tous de votre écoute. Si vous avez des questions, on est à votre disposition.